Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Vaelia sur la question de pourquoi se former sur la technologie Azure et qu'est-ce que la technologie Azure. Je suis Guillaume Vidal, directeur de Vaelia. Je suis accompagné de Bohuslav Kozlowski, notre formateur spécialisé sur les questions, on va dire, cloud et des technologies Azure. Bo, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour, oui, oui, je t'entends bien. Merci à tout le monde d'être avec nous ce matin. Parfait. Pour les gens qui sont présents, si vous pouvez lever la main pour savoir si vous nous entendez bien et que vous avez bien la vision de notre slide. Voilà, levez la main s'il vous plaît. J'en ai une, deux, trois, quatre, c'est bon, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Alors, comment va se passer le webinaire? C'est avec Beau, on va vous présenter un petit peu notre démarche, les différents points qu'on veut mettre en avant sur les technologies autour de la technologie Azure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir les poser. Je regarderai, je lirai vos questions, je les poserai à Beau en fin de présentation. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses de notre côté. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions ou à nous interrompre si vous avez des questions plus particulières, on essaiera d'y répondre à la fin. Alors, donc on va aborder dans ce webinaire, c'est déjà qu'est-ce que c'est le cloud public Azure, comment ça marche, qu'est-ce que c'est aujourd'hui au point de vue techno au niveau de sécurité, est-ce que c'est toujours aussi sécurisé que d'autres solutions qui existent, on parle de réseau hybride, qu'est-ce que ça veut dire aussi, donc vraiment toute la partie là-dessus, toute la partie aussi SSO, comment on peut profiter de ces technologies pour les accès, les authentifications, et les autres éléments d'identité individuelle. Donc ça, c'est les points qu'on va aborder. Donc vraiment sur quatre axes. L'offre Azure, qu'est-ce que c'est? Comment on peut maintenir la sécurité? Donc comment avec cette offre, on est sûr d'avoir une sécurité optimum? Comment on protège nos ressources et comment on peut mettre en place des outils qui permettent plus facilement de gérer l'accès de vos collaborateurs sur les multi-plateformes qu'ils peuvent avoir. Autre point que nous allons voir complémentaire, hop là, attendez, je suis en train de me battre avec ma plateforme. C'est comment en fait Azure peut nous libérer sur notre choix de matériel ou comment on repense notre stratégie d'équipement. Euh, Après, toujours les problématiques de configuration et de sécurité par rapport à la notion de planète et la question de la globalisation de l'hébergement. Et bien sûr, toute la notion du cloud public avec tous les points clés de cette offre-là et comment ça peut être intéressant pour les questions de haute disponibilité, sauvegarde et surtout quelque chose qu'on peut des fois oublier, mais qu'on ne doit pas, c'est le plan de reprise d'activité sur le qu'est-ce qui se passe en cas de pépin quelque part, le plan qu'on ne voudrait jamais pouvoir mettre en place, mais qu'il faut pouvoir mettre en place au cas où. Voilà. Beau, je vais te laisser la main pour aller un peu plus dans le détail sur ces différents points. Au total, on a 7 points qu'on veut présenter là. C'est toi qui vas partir à la suite parce que tu es le spécialiste de la chose. Super, merci Guillaume de cette présentation. Les points que j'aimerais aborder dans ce webinaire sont doubles, hein. Donc, d'un côté, c'est les besoins en information, voire en formation d'un professionnel en informatique qui souhaite bien exercer son métier aujourd'hui dans la situation justement de hybridisation des ressources, hein. Donc, c'est les besoins des admins. Moi, j'étais admin pendant une vingtaine d'années et je côtoie les admins tous les jours dans les formations que je dispense, hein. Donc, ça, c'est un élément. Et ce que j'aimerais mettre en face, c'est justement les formations qui existent dans le domaine, telles que je les connais, en les dispensant depuis quelques années. Et notamment les formations Azure, je peux constater que sur les 2, 3 dernières années, les formations d'Azure sur lesquelles j'interviens, que ce soit infrastructure, architecture, sécurité, ça fait facilement 3/4 de mon activité. Voilà. Donc, j'aimerais croiser ces deux éléments dans cette présentation, hein. Donc, croiser les besoins avec l'offre. Voilà.
Donc, la motivation, c'est tout simplement pour bien faire notre métier dans la situation qui change. Pour ça, ça sera probablement utile de s'arrêter sur cette notion de notre métier une seconde. Bon, techniquement parlant, je vais couper ma caméra, hein, si vous le permettez, pour économiser la bande passante. Voilà. Et donc, on va passer donc, sur la définition et redéfinition, sur la compréhension de notre métier d'informaticien, pour commencer. Donc, notre métier, c'est quoi? Quelque part, on est positionné pour permettre aux autres de travailler, donner aux autres accès à leurs ressources dans des conditions optimales et dans la situation d'aujourd'hui, donc dans la situation hybride. Donc, clairement, on a des publics divers et variés qui doivent accéder aux ressources diverses et variées, et c'est notre boulot d'assurer que ça se passe au mieux possible. Ça sera probablement utile de se donner un regard un peu plus structuré. Donc, côté public, ce qu'on fait, on s'exprime le public comme une superposition des identités qui vont ensuite figurer dans un annuaire et des devices, donc des appareils avec lesquels ces identités vont pouvoir accéder à leurs ressources. Côté ressources, eh ben, on fait pareil. En général, on va s'exprimer les ressources comme une superposition ou une suite de la couche applicative et de la couche de données. Et vous verrez, ça sera utile justement quand on aborde ces choses dans une situation hybride, parce que la mise en place de ces éléments est sensiblement différente par rapport à une situation on-premises. Et là se trouve le vrai intérêt de la formation, pouvoir avancer assez rapidement dans cette nouvelle situation pour assurer les choses qui sont les nôtres, c'est-à-dire accès aux ressources pour le public, dans des conditions optimales de sécurité, durabilité, évolutivité, donc globalement efficacité de cette approche. Donc, ça, c'est à peu près l'utilité principale des formations. Donc, ce qu'on voit dans la formation, c'est justement les choses qui ne changent pas, les choses qui changent et comment on les met ensemble, parce que la situation hybride, ça veut dire que vous avez votre installation traditionnelle on-premises et vous ajoutez à ça une partie cloud parce que c'est la nouvelle situation de mobilité et des autres évolutions technologiques qui le nécessitent. Donc, on verra constamment dans les formations ces deux parties-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'approche traditionnelle, comment ça se fait en bas et comment ça se fait dans une situation hybride. Donc, quand on prend notre parcours de mise en place des ressources traditionnelles, qui commence, quelle que soit la situation, par authentification, parce que tant que vous ne savez pas quelle est la personne, vous ne pouvez pas décider si vous lui donnez accès ou pas. Donc, on a toujours besoin d'authentification. Davantage, on en a besoin dans des situations de la SSO, dans le single sign-on, quand on se limite à une seule authentification. Donc, c'est la qualité de cette authentification qu'il nous faudra renforcer. Et on va voir que justement les technoclouds nous permettent de faire ça mieux. Ensuite seulement, on peut passer à l'autorisation. Donc, de nouveau, on voit les nouvelles méthodes d'autorisation sur les objets Azure. Et là, où on gagne vraiment énormément en hybridisant nos opérations, c'est dans les deux dernières parties de notre parcours, hein, dans la partie audit et dans la partie disponibilité. Audit est une partie nécessaire de nos activités, tout simplement pour pouvoir livrer la qualité. Si vous n'auditez pas, si vous ne mesurez pas la qualité, vous ne faites pas vraiment la qualité. Donc, l'audit, on en a toujours besoin. On verra dans les formations, on découvre justement la richesse des mécanismes de alerting, reporting, la conformité, la gouvernance.
tout ça, c'est des éléments qui sont très développés dans le cloud pour offrir une qualité d'audit équivalente en bas. Traditionnellement, il nous faut déployer des moyens assez lourds à travers le système secteur ou d'autres infrastructures. Donc, on gagne énormément en qualité de suivi, d'audit, de gouvernance en passant à une infrastructure hybride. Et sur le dernier point, je crois que tout le monde est convaincu que c'est à travers le cloud qu'on peut assurer la haute disponibilité des ressources assez facilement, vu justement la capacité quasi illimitée des services cloud. Donc, on peut mettre en face les SLA, les Service Level Agreement, en fonction des besoins des publics justement qu'on doit servir. Donc, on gagne sur ces 4 plans-là. On va voir maintenant, dans l'espace de quelques minutes, et surtout dans les formations, comment ça se passe concrètement, cette évolution. Donc, quand on commence par le domaine de la sécurité, il y a les éléments qui sont les nôtres, les services de sécurité, la triade de sécurité classique qu'on doit maintenir. Donc ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est justement la façon dont on va assurer la sécurité des éléments dans le cloud. Les questions de sécurité, c'était toujours des questions qu'on se posait intensément quand le cloud public est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, c'était des vraies questions. On n'avait pas toujours et tout de suite des bonnes réponses. Hein. Mais on peut être complètement assuré sur ces 3 points-là aujourd'hui. On peut même dire qu'aujourd'hui, le niveau de sécurité qu'on puisse avoir à travers des services cloud serait difficile, voire impossible à obtenir sur une installation moyenne on-premises. Donc, même de ce point de vue, cloud nous permet la possibilité d'aller plus loin dans les démarches de sécurisation des ressources. Tout ça, évidemment, souligné par la disponibilité offerte ou possible dans le cloud, que ce soit pour les ressources elles-mêmes ou bien pour les mécanismes qui mettent en place des ressources. De plus en plus, on est soumis à des organismes régulateurs, que ce soit dans le cadre professionnel, santé, assurance, dans le cadre européen, dans le cadre national. C'est là où, à travers des outils comme Azure Arc, qu'on aborde bien dans les formations, on peut assurer une gouvernance vraiment globale à travers de nos ressources informatiques, même qui sont en dehors de cloud. Parce que via Azure Arc, on peut faire représenter les ressources informatiques telles que serveurs ou des clusters, bases de données, par des objets Azure et appliquer des policies Azure, donc même aux objets, aux services qui ne sont pas directement dans Azure, qui se trouvent aux autres endroits. Ça peut être dans d'autres clouds, ça peut être des machines physiques, des machines virtuelles. On a vraiment la possibilité d'une gouvernance globale et surtout, ce qui est fondamental ici, on a constamment en temps réel les tableaux de bord de la conformité de ces ressources. Donc, non seulement on applique des policies, mais on voit quasi en temps réel l'état global des opérations. Hein. Donc, encore une fois, le troisième point que j'ai souligné tout à l'heure, le point audit est vraiment très, très développé dans Azure. Donc, ça fait partie des choses qu'on va s'approprier à travers des formations. Une chose qu'on remarque dans une situation de hybridisation, c'est la modification de périmètre traditionnel de sécurité. Parce que
On a appris comment sécuriser une entreprise à travers des appareils comme pare-feu, proxy et d'autres éléments de sécurité. Comment ça change quand nos ressources se trouvent maintenant en dehors d'entreprise, dans un périmètre de sécurité donc, différent. Donc, encore une fois, on peut voir les choses d'une manière tout à fait positive. Cloud nous offre justement des mécanismes qui permettent de renforcer la sécurité globalement d'une opération à travers des méthodes comme justement l'authentification multifactorielle. On a souligné la primordialité de l'authentification tout à l'heure, notamment quand on est dans le cadre de l'authentification unique, l'ouverture de session unique. Comme on réduit le nombre des authentifications nécessaires, la qualité de cette authentification est primordiale. Donc, Cloud nous offre justement des mécanismes comme l'authentification à multiples facteurs, la MFA, l'accès conditionnel. Dans l'accès conditionnel, on retrouve l'utilité de cette séparation entre utilisateur et son appareil. Parce que justement, pour contrôler l'accès, on peut poser des conditions non seulement à l'identité de l'utilisateur, donc de lui demander de s'authentifier, mais on peut aussi conditionner l'accès par l'appareil avec lequel l'utilisateur tente cet accès. L'appareil doit être connu à l'entreprise, il doit être conforme à des contraintes techniques. Donc, ça nous permet de renforcer justement la sécurité de périmètre. De la même manière, les principes de sécurité, comme le principe bien connu de moindre privilège, on a à travers Cloud des mécanismes comme le Privilege Access Management qui nous permettent justement coller de plus près à ce principe de moindre privilège, notamment par les techniques de temporisation des accès. Traditionnellement, quand vous mettez un utilisateur dans un groupe, eh ben, il y reste ad vitam aeternam, ce qui n'est peut-être pas idéal dans la situation réelle. Donc, on a dans le cloud des mécanismes comme Access Reviews où on peut périodiquement justement revoir si les accès qui sont pratiqués sont toujours nécessaires, s'ils ne sont pas obsolètes, s'ils ne sont pas excessifs. Donc, vous voyez, on a la possibilité d'aller toujours en avant dans la qualité des services qu'on offre avec des nouveaux éléments qu'on va trouver dans le cloud et qu'on va découvrir donc dans les formations. Concrètement, pour les procédés, pour les agents de sécurité, on constate la globalisation d'implantation de Defender qu'on a au départ découvert sur les postes de travail. Depuis quelques années, on le trouve sur les serveurs et dans le cloud, on trouve donc la mouture Defender for Cloud qui permet de sécuriser n'importe quel service que vous mettez dans le cloud. Donc, non seulement des objets traditionnels comme les postes de travail et les serveurs. Donc, le Defender offre ce qu'on appelle Endpoint Protection, mais il a une deuxième casquette d'une sonde qui nous envoie des signaux très riches dans des solutions centrales de sécurité, comme le Security Center, qui nous offre vraiment une console unifiée, comme on aime appeler ça le single pane of glass. Donc, la situation de sécurité globale avec des retours quasiment en temps réel sur notre implantation complète des ressources. Tout en restant complètement ouvert vers les constructeurs tiers, vers des fournisseurs tiers de sécurité. À travers le service qui s'appelle Sentinel, on a une grosse centaine de connecteurs qui nous permettent de nous, encore une fois, recevoir les signaux de sécurité, d'une part des équipements traditionnels comme pare-feu, proxy,
des éditeurs traditionnels, Cisco, Fortinet, tous les grands noms de la sécurité. Donc, en aucun cas, on n'est pas enfermé dans un seul éditeur. On peut vraiment sécuriser une infrastructure très, très hétérogène à travers justement ces outils de centralisation qui sont à notre disposition dans Azure et qu'on découvre, avec lesquels on se familiarise dans les formations. Donc, la dynamique est ici vraiment qu'est-ce qui change pas et comment donc je fais les choses dans une infrastructure hybride. Donc, un très bon moyen de découvrir ça, c'est justement se poser la question comment je mets donc les ressources à la disposition en bas, comment je les mets dans le cloud. Vous avez remarqué sans doute depuis un moment que la notion centrale de cloud, c'est la notion as a service. Hein? Donc, on a tout est présenté quelque chose as a service. Et c'est justement assez symptomatique pour la façon de faire les choses dans une infra hybride. Donc, comparons une chose simple. Quand vous devez mettre une ressource en disponibilité on-premises, genre un logiciel, hein, une application, un service, qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, vous cherchez automatiquement une machine, que ce soit une machine virtuelle ou physique, que ce soit un serveur, un poste de travail, mais le premier réflexe sera la machine. Eh bien, vous voyez, dans le cloud, c'est complètement différent. La machine, ça sera d'une certaine manière le dernier retranchement, quand je ne peux pas faire autrement, eh ben, je vais descendre au niveau de IaaS et je vais le faire à travers d'une machine. Mais on a des approches justement plus intéressantes pour mettre donc une ressource type logiciel à la disposition. Donc, le SaaS, Software as a Service. Hein. Ce software, je peux tout simplement, s'il s'agit d'un software répandu, tel que, je ne sais pas, la suite Office, je n'ai pas besoin donc de me soucier de l'infrastructure sur laquelle je vais le déployer. Moi, je vais le trouver typiquement dans un catalogue d'éditeurs, dans un catalogue de fournisseurs de cloud. Donc, la première approche, quand je dois mettre un logiciel à la disposition à travers cloud, c'est la SaaS. Je vais dans un catalogue, je choisis donc le logiciel et il me reste la disponibilité, la responsabilité d'assurer la sécurité de cette architecture, donc assurer l'authentification des utilisateurs avant qu'ils accèdent à cette application et évidemment accès aux données à travers les utilisateurs vont accéder par cette application. Mais je n'ai pas à me soucier de son déploiement, de ses patchs, de son renouvellement. J'utilise donc une offre de catalogue pour des applications les plus courantes. Mais comment on va faire quand il s'agit, par exemple, d'une application métier que vous avez fait développer pour votre entreprise? Donc, on n'a toujours pas besoin d'une machine virtuelle. On va typiquement chercher une offre type PaaS, donc Platform as a Service, une plateforme matérielle, donc composée de OS, de middleware, des frameworks, des bases de données, tout ce que vous voulez, ou plutôt ce dont votre application a besoin. Donc, de nouveau, je ne me soucie pas des machines virtuelles ou autres sur laquelle je déploierai mon application. Je cherche une plateforme sur laquelle je vais pouvoir faire tourner mon code, que ce soit code en forme native ou bien code containerisé. Hein. Donc, les deux approches sont possibles dans la formule PaaS, Platform as a Service. Pour ça, évidemment, l'application doit être relativement récente pour qu'elle soit compatible avec les OS modernes, avec les middleware modernes, avec les frameworks modernes. Donc, si votre application est ce qu'on appelle gentiment legacy, hein, donc elle est ancienne,
il n'y a plus beaucoup de support. Donc, dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, on sera probablement obligé de descendre jusqu'à la plateforme IaaS, hein, donc Infrastructure as a Service, où on utilise les hyperviseurs de fournisseurs de cloud pour faire tourner nos machines virtuelles qui sont suffisamment customisées, adaptées pour faire tourner donc ces applications legacy, applications anciennes, difficiles à mettre en place sur une plateforme. Très souvent, ce qui va se passer, cette application, comme elle est un peu difficile, un peu obsolète, vous l'avez virtualisée depuis un moment. Donc, vous avez une machine virtuelle qui exerce, qui est mise à la disposition dans votre infra on-premises. Donc, ce qui va probablement se passer, vous allez juste migrer cette machine virtuelle sur la plateforme IaaS dans le cloud. Donc, vous voyez, l'approche de mise à disposition des ressources est assez différente. Hein. Quand vous cherchez à déployer une ressource, c'est pas forcément le premier réflexe n'est pas forcément la machine. Hein. On y va de l'autre côté, donc on commence par SaaS. Majoritairement, ça va se passer par PaaS et les machines virtuelles, c'est vraiment la dernière possibilité si on ne peut pas faire autrement. Donc, vous voyez, l'approche est assez différente. La même chose, c'est pour le parcours autorisation, authentification. Pour authentification, on-premises, vous avez besoin d'un annuaire. Donc, il vous faut déployer des contrôleurs de domaine et les services associés. Dans le cloud, donc, tout est as a service. Donc, on a ce qu'on appelle Identity as a Service, donc un service d'annuaire. Vous n'avez pas besoin de déployer vos contrôleurs de domaine. Vous utilisez directement le service annuaire de cloud. La même chose pour les bases de données. Vous avez besoin de bases de données. Par contre, vous n'avez pas besoin de déployer les machines virtuelles, les sécuriser, installer les SGBD là-dessus pour pouvoir créer vos bases de données. Vous avez donc la formule DBAS, Database as a Service, qui vous permet de commencer directement à définir vos bases de données, les remplir de données, et les intégrer à votre infrastructure. Donc, vous voyez, l'approche as a service est l'approche centrale de mise en disposition des services dans le cloud. La même chose pour le service aussi fondamental que DNS. Vous n'avez pas besoin d'installer vos serveurs explicites DNS. Le service DNS as a Service va s'occuper de la résolution des noms en adresse IP ou d'autres éléments, évidemment pour IPv4, IPv6, aussi bien les ressources internes ou externes. Donc, même les services traditionnels comme DNS sont aujourd'hui présents dans le cloud comme service. Et comme Guillaume l'a très justement mentionné tout à l'heure, il y a toujours la nécessité absolue de assurer nos plans de reprise d'activité. Donc ça, depuis des années, c'est réalisé par l'approche DRaaS, donc Disaster Recovery as a Service, qui vous permet de assurer vos arrières, comme que ce soit la partie sauvegarde, restauration traditionnelle, jusqu'au plan d'activité, de reprise d'activité, qui vont s'articuler autour des sites de secours. Hein. Donc, vous avez votre site de production principal qui se trouve on-premises ou déjà dans Azure. Et dans la partie DRaaS, vous allez pouvoir poser des sites de secours sur lesquels vous allez pouvoir basculer votre activité au moment où il y aurait un problème quelconque avec votre site principal. Donc, le service DRaaS sert à fournir encore un socle de disponibilité et de récupérabilité en cas de pépin. Donc, vous voyez l'axe principal, un élément as a service, qui est l'approche
symptomatique pour mettre donc les choses à la disposition dans le cloud. On retrouve notre slide de départ. On voit déjà donc un peu plus la structure des services émerger dans le cloud, ici donc concrètement dans Azure. Passons en revue maintenant d'une manière un peu plus détaillée les principaux services de cloud, donc le calcul, le stockage, le réseautage, les applications, pour voir d'un peu plus près comment ces services sont réalisés. Quels sont les éléments de cloud à notre disposition pour mettre ça en place? Donc, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, la plupart des scénarios de calcul va s'articuler autour de la formule PaaS. Hein. Donc, Platform as a Service, on ne s'occupe pas d'installation des machines virtuelles, on peut directement mettre en prod nos applications, encore une fois, soit en forme de code natif, soit containerisé. Si on a des problèmes de compatibilité, on descend donc, comme j'ai expliqué il y a quelques minutes, sur la formule IaaS, où on dispose des machines virtuelles qu'on peut vraiment créer et customiser selon les besoins des applications qu'on doit mettre en place. Il y a toujours cette question d'efficacité d'un côté et qualité de service de l'autre côté, donc la disponibilité, la haute disponibilité. Donc, dans Azure, on dispose de quelque chose qui s'appelle scale sets, hein, donc des ensembles élastiques des machines virtuelles. Pour vous donner une genre d'idée, le scale set peut s'étaler entre 1 et 1000 machines virtuelles en fonction de la puissance et de la élasticité qu'on veuille obtenir pour une solution concrète. Hein. Donc, on a vraiment un choix dynamique parce que le scale set, justement, il va dynamiquement se dimensionner et redimensionner en fonction de la charge qui est posée sur la solution. Donc, on vise la situation d'efficacité maximale pour donner à la disposition des utilisateurs juste le nombre de ressources qui sont nécessaires, mais sans en mettre trop, parce que quand on en met trop, on n'est pas dans une situation optimisée économiquement. Hein. Et évidemment, l'économie des opérations est primordiale ici. Donc, les scale sets. Pour encore plus d'efficacité, on dispose des technos de containerisation qui sont encore plus rapides à mettre en place, encore plus économiques, donc pour des ressources qui sont containerisables. Donc, on a là, entre guillemets, petite formule avec Docker sous le nom Azure Container Instances. Et pour les grosses solutions de containerisation, où on a besoin d'une orchestration des milliers de containers à travers de plusieurs hôtes d'hébergement, Microsoft a fait partenariat avec Kubernetes. Donc, ça donne dans Azure la formule AKS, Azure Kubernetes Services, qui nous permettent très facilement de mettre en place la orchestration des grands nombres de containers pour supporter des infra assez complexes applicatifs. Toujours avec la dynamique nécessaire d'une élasticité à la demande. Donc, vous voyez tous les technos majeurs qu'on connaît du monde informatique en bas sont implémentés dans Azure pour nous faciliter justement la mise en place de ces technos au bon endroit. Notamment dans le domaine de automatisation, on va trouver la notion de carrément serverless computing où on ne voit pas un nombre d'un serveur pour faire tourner notre code. C'est encore plus simple que PaaS. La formule
Azure Functions nous permet donc de mettre en place des workflows, des suites, des actions, notamment dans le domaine d'automatisation de nos procédés. Et de l'autre côté, la chose qu'on a depuis des années on-premises, le VDI, Virtual Desktop Infrastructure, pour donner à nos utilisateurs la possibilité justement de s'affranchir des contraintes matérielles. On leur fait tourner des machines virtuelles sur notre plateforme de VDI et leurs appareils, donc c'est la logique Bring Your Own Device, ils peuvent travailler avec leurs appareils qui fonctionnent en mode terminal pour accéder à des machines virtuelles qui tournent en toute sécurité dans un centre de calcul. Donc, ce centre de calcul devient maintenant Azure avec la formule Windows Virtual Desktop. Donc, les machines virtuelles des utilisateurs tournent dans le cloud, profitant donc ainsi de la sécurité, haute disponibilité, bonne connectivité qui est propre justement pour les services cloud. Donc ça, c'est une petite partie de ce qu'on a dans la partie calcul dans Azure. Élément vital d'interconnexion, le réseau. Hein. Donc, le réseau, évidemment, dans le cloud est entièrement virtualisé. Donc, on va s'expliquer justement les particularités de cette approche. L'élément central du réseautage dans Azure, c'est quelque chose qu'on appelle VNet, qui correspond plutôt à un réseau d'agences ou d'un petit réseau d'entreprises, parce que c'est déjà un ensemble de subnets qui sont connectés par un service de routage. Donc, le VNet vous permet justement d'exercer déjà la sécurité par segmentation, vous permettre de placer chaque ressource sur un subnet séparés et contrôlés par une matrice de flux, les déplacements, les flux entre ces sous-réseaux, pour le premier niveau de sécurité. Ensuite, pour exercer le contrôle entre les agences ou entre les VNet, vous avez la solution de peering qui vous permet d'interconnecter donc les VNet dans des conditions strictes de sécurité. De quel VNet à quel VNet, dans quel sens, avec quel protocole, donc assurer la sécurité de vos services réseau. Tout ça en maintenant les services à haute disponibilité. Donc, on a les équilibreurs de charge en tant que service dans Azure, donc une solution assez simple de niveau 3 à 4 OSI. Pour des situations un peu plus complexes, on a les Application Gateways, donc les passerelles applicatives, pour assurer l'aiguillage au niveau 7 de modèle OSI. Donc, des scénarios assez compliqués applicatifs peuvent être réalisés par cette gateway. Elle peut assurer aiguillage des ressources dans le back-end, même entre les ressources qui sont dans Azure et des ressources qui sont on-premises. Hein. C'est vraiment une solution très, très ouverte. Hein. Donc, on voit ça dans les formations, dans la partie réseautage. Les deux dernières passerelles nous servent à réaliser la vraie situation hybride, ce qui est le thème central de cette intervention. Les passerelles, que ce soit VPN ou ExpressRoute, servent à interconnecter vos infra on-premises avec votre infrastructure dans le cloud. Donc, c'est deux moyens d'interconnexion verticale entre vos ressources dans le cloud et vos ressources en bas. Avec des outils de traffic shaping, de DNS global, donc le Traffic Manager, il vous permet de chapeauter tout ça. Et Network Watcher, c'est une grosse et très sympa trousse à outils de surveillance de réseau, dépannage réseau, même simulation des règles de pare-feu, vraiment une
un grand ensemble des outils pour réaliser, mettre en place et bien surveiller de tout ce qui est réseautage dans Azure. Donc, voilà la partie réseau. Thème complètement central, les données, hein, donc le stockage. Les données sont d'une certaine manière vraiment le centre de notre activité. Et encore une fois, ici, on voit une très grosse différence de mise en place de stockage dans une situation on-premises et dans le cloud. On-premises, vous avez besoin d'héberger des données, donc automatiquement, ça sera serveur de fichiers, cluster de serveurs de fichiers, une baie de stockage, donc quelque chose de bien matériel. Eh bien, dans le cloud, c'est de nouveau une approche storage as a service. Donc, vous avez un service qui s'appelle storage account, hein, donc compte de stockage, qui vous permet de héberger des données vraiment diverses et variées, de toutes sortes, avec une très bonne connectivité et une très bonne disponibilité. Hein. Ici, on est dans des SLA allant jusqu'à 16,9 de disponibilité. Hein. Donc, 99,14,9 après la virgule. Donc, essayez de faire ça sur une infrastructure en bas, ça ne sera peut-être pas tout à fait évident. Donc là, on voit vraiment les apports de cloud en matière de disponibilité qui fait très clairement partie de la sécurité. Voilà. Donc, compte de stockage, storage account, en tant que structure centrale d'hébergement des données. Voilà. Vous avez besoin de partager des données en toute sécurité avec votre partenaire, avec vos partenaires. Donc, le service Azure Data Share est là pour ça. Vous avez des composantes déjà traditionnelles, bien connues, qu'on va faire leur preuve en entreprise en bas, comme les appareils NetApp. Donc, vous avez Azure NetApp Files qui vous permettent, un service qui vous permet de faire une passerelle entre les appareils NetApp que vous avez en bas et vos installations dans le cloud. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y a des structures spécifiques, par exemple, pour Big Data, donc les architectures comme Data Lake, qui permettent justement de profiter de la puissance quasi illimitée de cloud pour travailler les technos comme machine learning, intelligence artificielle et ces structures-là. Donc, au niveau des données, encore une fois, on a largement ce qu'il faut dans le cloud, jusqu'à des solutions offline, parce que si vous avez 15 hexaoctets à transporter dans le cadre d'une grosse migration, vous n'aurez probablement pas envie d'envoyer ça via réseau pour le saturer pendant des semaines. Donc, le service Databox vous permet de passer des grosses quantités de données entre votre installation on-premises et le cloud, ou bien vice-versa dans le cadre d'une restructuration. Donc, tout ça, on découvre dans la partie données des formations. Voilà. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a défini les ressources en tant qu'une superposition de la couche applicative et de la couche données. Ça nous permet justement de traiter ces deux couches séparément. Et vous voyez que c'est complètement nécessaire parce que les approches sont très différentes. Donc, comment on met en place les applications dans le cloud? Donc, le début, c'est quelque chose qu'on appelle Application Plan. Ça, c'est justement le dimensionnement et le type de votre plateforme PaaS qui va déterminer la puissance, la capacité, la connectivité, le confort d'administration, les types de sauvegarde, tout ce que vous voulez. Hein? Donc, vous définissez votre ou vos application plans et là-dessus, vous exprimez en termes de App Services les applications que vous faites donc tourner sur votre plateforme PaaS. Donc, chaque App Service représente une application
Encore une fois, quel que soit un code natif, hein, avec une grosse variante des frameworks supportés, y compris la possibilité de faire tourner des services containerisés. Hein. Donc, c'est comment on met en place les applications à la disposition dans le cloud, aussi bien dans la partie accès aux utilisateurs que pour les communications inter-applicatives via le API management. Pour présenter vos données toujours à la proximité de leurs consommateurs. On a des services comme CDN, Content Delivery Network. Évidemment, c'est un concept très ancien hein, que vous allez trouver dans tous les clouds. Donc, évidemment, il est présent dans Azure. Donc, pour présenter les données, les ressources à la proximité des utilisateurs pour des bons temps de connexion, pour le bon confort. Tout à l'heure, j'ai parlé des structures de données comme Data Lake pour les big data. Donc ici, le service Cognitive Search nous permet d'effectuer des recherches intelligentes, justement des corrélations très puissantes dans les structures big data. Donc, encore une fois, une toute petite partie, donc un avant-goût de ce qu'on va trouver en matière de hébergement des applications dans le cloud et dans les formations qui vont nous permettre d'utiliser ça dans les meilleures conditions. Donc, à qui s'adresse, à quel type de public s'adressent ces formations hein. Donc, vous avez vu les technos qu'on a abordés. Donc, c'est des formations, ça commence avec des formations traditionnelles, donc pour les admins, à travers des développeurs. On a des formations pour mettre en place donc la philosophie DevOps, hein, parce que c'est tout d'abord une philosophie à expliquer, à s'approprier. Voilà. Dans le domaine justement de Big Data, donc l'information pour les ingénieurs de data, pour les scientifiques de data, tout ça pour pouvoir réaliser vraiment des infrastructures importantes. La série AZ300 des formations s'adresse aux architectes pour les former donc, dans la mise en place des solutions déjà d'une certaine complexité. Donc, il y en a pour tout le monde. Ici, c'est une liste strictement non exhaustive, justement, des types des formations hein, qui sont dans l'offre des formations Azure. Hein. Donc, de nouveau, on trouve infrastructure, sécurité, DevOps, les big data, les bases de données, l'architecture, les migrations, donc les formations vraiment très très bien structurées pour que chacun puisse trouver comment évoluer en fonction de sa position dans le domaine d'administration. Donc, encore une fois, quel que soit justement votre positionnement dans le métier, vous allez trouver forcément une formation qui vous correspond. Donc, Merci. oui, Je disais merci Beau pour ce tour d'horizon parce qu'on a un petit peu dérivé hein, sur le périmètre qu'on s'était évoqué hein, de 30 minutes. Là, on est allé un peu plus loin. Vous avez pu voir je que viens de la solution terminer, Azure, Guillaume. Merci. ouais, tu vois, parfait. Le timing est Comme parfait. tu vois. OK. Euh, euh, Merci Beau. Donc on est là pour ensuite répondre à vos questions. Donc je vous invite à utiliser le chat, mais pour faire synthétique, hein, ce que vous avez pu voir, c'est que les solutions Azure, au-delà de leur technicité, c'est que le portefeuille de solutions Azure est une des solutions qui répond le mieux aux problématiques de l'entreprise aujourd'hui sur le côté
any device pour être connecté n'importe où, hein, et pour l'hébergement. Donc c'est vraiment quelque chose de global et de simple d'emploi aussi, parce que ça, on n'a pas eu l'occasion d'en parler plus en détail que ça avec Beau, mais on est sur des solutions qui sont quand même très accessibles par rapport à ce qui a pu être fait dans les technologies passées. On est vraiment sur des choses vraiment très simples. Et l'idée de toutes les formations que nous faisons et que Azure a développé, c'est vraiment d'aller sur une approche d'abord, dans un premier temps théorique, et surtout très rapidement sur la pratique, et d'avoir ce qu'on appelle entre nous un bac à sable ou des labs pour que vous puissiez être en conditions quasi réelles. Donc vraiment, c'est un point vraiment clé pour nous. Alors, je vois les premières questions. Alors, hop là, allez-y poser dans le chat. Normalement, vous pouvez poser vos questions directement. Vous avez le chat normalement sur votre droite. Alors, j'ai une première question qui est, avant de passer sur les technologies Azure, est-ce qu'il vaut mieux déjà avoir installé une technologie Azure et ensuite te faire former, ou d'abord se faire former et aller sur la techno Azure? En fait, est-ce que l'un nécessite l'autre pour les premiers pas? Avec la formation Azure, vous aurez une souscription non seulement gratuite pour Azure, mais avec un crédit initial qui peut aller jusqu'à 100 $. Donc, qui est valide ensuite un an pour la plupart des services d'Azure. Donc, dès le premier jour de la formation, vous allez pouvoir pratiquer de votre côté. Donc, n'attendez pas, venez vous former, vous allez pouvoir avancer en même temps. Alors, j'ai une question. On sort un peu de la formation, c'est la problématique de la possession des données. Comment on peut s'assurer qu'avec la technologie Azure, qui est plutôt une technologie américaine, on peut être hébergé en France? Est-ce qu'il y a moyen de Euh, s'assurer ça? oui, oui. Ben, aujourd'hui, Microsoft a bien compris les contraintes, notamment de services publics français. Donc, sachez que en France, on a deux régions, la région parisienne et la région de Marseille, dont chacune de ces régions sont à Paris trois centres de données, à Marseille deux centres de données, et vous avez les PRA interrégionales, donc entre Paris et Marseille. Donc, vous avez des formules qui vous permettent d'avoir la plus haute disponibilité de vos données avec une assurance absolue comme quoi vos données ne quittent pas le sol français. Donc, même la formule la plus évoluée de PRA va vous assurer par la région secondaire à Marseille les données qui sont à Paris, mais en aucun cas vos données ne quittent pas le sol français. Hein. Ça, c'est assuré aujourd'hui. Si vous le souhaitez, hein, évidemment. Hein. Sinon, il y a 36 régions à travers la planète, donc vous pouvez héberger vos données où vous voulez. Mais si vous voulez que les données restent vraiment géographiquement en France, vous utilisez la formule interrégionale France-Centre, France-Sud. Voilà. Merci. Est-ce que ça a répondu à la question? Je pense que oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? On va voir. Euh, tiens, qu'est-ce que ce serait l'équivalent en dehors parce que c'est une offre plutôt orientée de Microsoft. Est-ce qu'il y a un équivalent chez d'autres constructeurs et éditeurs des technologies Azure? Euh, Conseillerais-tu? Justement, pour ne pas déborder le temps, je n'ai pas parlé des autres clouds publics. Donc, pour les mentionner très rapidement, le premier cloud public, c'était Amazon, hein, AWS, Amazon Web Services, mais qui est un cloud très orienté calcul. Hein. C'était ses origines et il reste très orienté calcul. Contrasté avec ça, vous avez le Google Cloud qui est exactement le contraire, très orienté application. Donc, parmi ces trois clouds majeurs, offre Azure est de loin la plus complète parce que pour des raisons historiques, Azure reflète tout simplement tout ce que Microsoft fait depuis 40 ans on-premises. Hein, donc, tous les technos informatiques Microsoft sont aujourd'hui quelque part un mirroring dans Azure. Donc, c'est pour ça que Azure est si complet
tout ce qui est possible quelque part dans l'informatique, y compris les objets connectés IoT aujourd'hui, Big Data, Machine Learning, tout ce que vous voulez, peut se pratiquer dans Azure. Donc, tous les technos Microsoft qui existent, vous allez les trouver aujourd'hui dans Azure. D'où donc la complexité certaine d'Azure, qui est une très bonne raison justement pour se faire former, pour pouvoir avancer plus vite, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Parfait, beau. Écoutez, on vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions sur les technos Azure et sur la démarche, hein, donc ce qu'on peut répéter, c'est vraiment, c'est à la fois une solution très puissante et globale pour répondre à tous les besoins des entreprises aujourd'hui que vous pouvez avoir. Il y a surtout une démarche dans les formations de petits pas qui vous permettent directement de découvrir la techno et de la tester, comme a pu l'évoquer Beau, et que chacune de ces formations, en plus d'être un petit pas, est très ciblée sur l'utilisation de la techno que vous pourrez avoir à faire dans votre entreprise et aussi selon votre profil. Donc, on vous remercie. À la fin de ce webinaire, vous aurez un questionnaire. Je vous invite à y répondre. C'est important pour nous améliorer. Vous voyez en face de vous afficher la liste des prochains webinaires que nous allons faire. Nous allons faire des éléments orientés sur Excel, les tableaux croisés, dynamiques, les nouveautés d'Excel dans le pack 365. Un élément sur la suite Photoshop pour voir comment ça peut être intéressant aujourd'hui, comment ça peut faciliter le travail de tout le monde. La gestion des carrières et de la retraite, l'outil AutoCAD pour tout ce qui est plan. Voilà, donc c'était Guillaume Vidal de Vailla et Bohuslav, notre intervenant sur les technos Azure. Nous vous remercions et espérons vous revoir bientôt sur un prochain webinaire. Merci. Merci d'être venu. À bientôt dans les formations.